Merci. Merci Stéphane de cet accueil. Alors je voudrais d'abord préciser que Jean Baudrillard, c'est un personnage très singulier, auteur d'une œuvre elle-même très singulière, et comme tel, inclassable. Alors on fait de Baudrillard un sociologue, ce qu'il n'a été que par accident. Pour l'anecdote, il était professeur d'allemand et lors d'une inspection qui ne s'était pas très bien passée, heureuse époque, eh bien, on invitait les professeurs du secondaire à aller voir dans le supérieur. Donc il s'est retrouvé, parce qu'il connaissait Henri Lefebvre, il s'est retrouvé à enseigner la sociologie, alors que c'est un germaniste et qu'il n'avait pas de formation sociologique. Donc même si son premier livre, La société de consommation, est un classique de la sociologie ou des sciences sociales, il n'a vraiment été sociologue que par accident. Il est davantage poète et métaphysicien, un peu dans la lignée des présocratiques, et pas tous les présocratiques, mais on pense à Héraclite en particulier, ou d'Hölderlin, qu'il a d'ailleurs traduit. C'est d'ailleurs toute la difficulté, cette inclassabilité, car introduire à sa pensée serait, à mon avis, assez vain. J'introduirai tout à l'heure une distinction entre entrer dans une pensée et introduire à une pensée. En tout cas, la pensée de Baudrillard, il la présentait lui-même comme étant un événement dans un monde d'événements, et non pas comme seulement l'activité productrice d'idées et de concepts d'un sujet pensant. Il y a déjà dans la conception même du travail de la pensée une façon de se tenir en situation d'écart, si on veut, par rapport à une conception classique de l'activité de la pensée. Je vous cite une phrase de Baudrillard. Vous allez tout de suite comprendre la singularité du personnage. Il dit « La théorie est un piège tendu dans l'espoir que la réalité sera assez naïve pour s'y laisser prendre. » Rappelons que le concept, en allemand, ça se dit Begriff, et que Begriff, c'est l'idée de prendre. Ça vient de greifen, qui est un verbe qui veut dire saisir. Il prend ici le concept au sens allemand du terme. Il dit encore, et vous allez voir que l'étrangeté s'étend, il dit encore qu'il faut fouiller le ciel comme pour capter la lumière venue d'astres morts depuis longtemps, pour capter des événements tellement lointains, métaphysiquement lointains, qu'ils n'éveillent plus qu'une légère phosphorescence sur les écrans, une dernière lueur qu'envoie la réalité avant de disparaître. Donc vous comprenez bien qu'il est vain de vouloir exposer la pensée de Baudrillard de façon systématique. Il est plus sage d'essayer d'ouvrir quelques pistes, ce que nous allons essayer de faire ensemble. Alors la difficulté d'accès de la pensée de Baudrillard, de son inclassabilité, elle explique pour une bonne part un certain nombre de malentendus qui ont entouré les manifestations de cette pensée, ne serait-ce qu'à travers la publication de ses livres. En effet, un certain nombre de jugements portés sur cette pensée et sur son œuvre, des jugements qui sont suffisamment récurrents pour ne pas être totalement négligeables, pointent sur un mode souvent ironique, autant la forme que le fond de cette pensée. On laisse de côté les études malveillantes, les remarques malveillantes, les lectures malveillantes, qui comme telles sont insignifiantes. C'est ce que disait, vous savez bien, Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Alors que lui reproche-t-on ? Là, je fais presque une démarche, si vous voulez, négative, la via negativa. Commençons par ce qu'on lui reproche. Alors on lui reproche d'abord son style, qui est réputé elliptique, pour ne pas dire abscon. Pourtant, sa langue est très classique, même si de temps en temps, c'est un peu un vice de l'époque, des néologismes peuvent s'introduire dans sa phrase, mais sa langue est très classique. Il faudrait ici méditer la remarque de Heidegger qui disait « Se rendre intelligible est un suicide pour la philosophie ». Baudrillard dira de son côté « Le monde nous a été donné comme énigmatique et inintelligible. La tâche de la pensée est de le rendre encore plus énigmatique et plus inintelligible. » Alors, il ne s'agit évidemment pas ici d'un éloge de la confusion, mais de renoncer à la prétention de dire la vérité des choses, c'est-à-dire cette folle course vers la clarté, vers la transparence, et plutôt de faire le choix de jouer avec les formes, avec les apparences. Il parle de l'horizon sacré des apparences. Vous avez ici cette idée essentielle du jeu chez Baudrillard.
Alors, il aimait à cet égard se référer à une nouvelle d'Arthur Clarke, que vous connaissez sûrement, Les 9 milliards de noms de Dieu, qui, selon lui, illustre justement cette folle course vers la transparence. On raconte, c'est le contenu de cette nouvelle, que des moines tibétains sont dans leur monastère, et ça fait des siècles que les moines de ce monastère énumèrent, récitent les noms de Dieu, parce que lorsque les 9 milliards de noms de Dieu auront été dits, eh bien, un cycle du monde s'achèvera. Et ils apprennent qu'il y a une machine extraordinaire qui permet de faire des calculs beaucoup plus rapides, et donc ils décident de faire appel à des ingénieurs d'IBM qui viennent sur place et qui règlent le problème. Ils se rendent compte qu'ils vont régler le problème en 3 mois. Mais avant de l'échéance des 3 mois, ils se disent que ce sont des rationalistes. Ils savent que la machine est efficace, mais ils ne croient évidemment pas à la prophétie. Donc ils disent qu'ils vont avoir des problèmes, qu'ils vont peut-être voir leur vie menacée par les moines, de voir que la prophétie ne se réalise pas. Donc ils décident de fuir avant l'échéance des 3 mois. Et descendant dans la vallée, ils se retournent et ils voient une à une les étoiles s'éteindre. Bon, cette nouvelle qu'aimait bien Baudrillard montre que cette course à la transparence, à la clarté, à la vérité comme adéquation, eh bien, peut conduire à la disparition, d'une certaine manière, du monde, entendu au moins d'une manière métaphorique. Alors, on reproche à Baudrillard aussi la nature de son discours, qui ne prendrait pas la peine de soigner les médiations, au point d'oublier parfois certaines règles discursives. On aimerait, en somme, qu'il écrive des dissertations, mais autant demander à un poète d'être plus démonstratif. On lui reproche encore ces concepts qui seraient par trop indéterminés, sinon labiles. C'est vrai que Baudrillard ne prend pas soin, souvent, de définir ou de déterminer les concepts avec rigueur ou précision. Il n'a pas le temps, ce n'est pas son souci. C'est le cas, par exemple, quand il parle du réel. On ne sait pas très bien s'il parle du réel ou des réalités, ce qui n'est pas la même chose. On aura l'occasion d'en parler. Mais on pourrait appliquer à Baudrillard ce que disait Jean Kelevitch de la musique. Il est d'une précision évasive. Ce n'est pas simplement, ici, botter en touche. C'est une précision évasive. Plutôt que par concept, au fond, Baudrillard pense plutôt par hypothèse. Et il le dit très souvent, c'est mon hypothèse, je peux former l'hypothèse que, c'est-à-dire des propositions, rien de plus, d'une certaine manière, qu'il s'agit de juger à leur seule fécondité, ne serait-ce que leur fécondité imaginaire d'ailleurs. Par exemple, lorsque Baudrillard dit que la réalité n'existe pas, il précise qu'il ne s'agit, et je le cite, que d'une hypothèse, et c'est en ce sens seulement qu'il faut l'entendre. On lui reproche encore ses références, toujours allusives, parfois même un peu fantaisistes. Il lui est arrivé, par exemple, ce qui le faisait beaucoup rire, d'inventer un extrait de l'Ecclésiaste qui est en exergue d'un chapitre de Simulacre et Simulation. Et beaucoup de lecteurs ont écrit en disant on a cherché la référence de l'Ecclésiaste. Évidemment, ils ne l'ont pas trouvé. Mais ce qui est toujours extrêmement curieux, d'ailleurs, c'est que c'est comme les émissions de France Culture, les gens qui n'écrivent que pour savoir quelle était la musique qui ouvrait l'émission et non pas le contenu. Donc peu importe. En tout cas, Baudrillard ne les dissuadait pas. Il ne disait pas non, c'est fantaisiste. Il disait non, cherchez davantage. Bon, c'était une manière de jouer. Mais je vous donne d'ailleurs cette citation de l'Ecclésiaste. Vous allez voir que l'Ecclésiaste est baudrillardien. Le simulacre n'est jamais ce qui cache la réalité, c'est la vérité qui cache qu'il n'y en a pas. Le simulacre est vrai. Évidemment, c'est un miracle que l'Ecclésiaste est baudrillardé à ce point. Mais la fantaisie n'est pas la règle chez Baudrillard. Même s'il y a une certaine facétie, et un goût de la facétie, qui guérit d'ailleurs de la pesanteur de l'esprit de sérieux. On doit, par exemple, des propos facétieux chez Jean Baudrillard, mais qui ne sont jamais sans leçon. Par exemple, il dit dans les Cool Memories qu'on devrait mettre en place, inventer des cliniques où l'on pourrait changer de signe zodiacal. Alors tout le monde rigole, mais en fait, c'est notre époque. C'est-à-dire ce désir de chacun d'être la cause de soi. C'est-à-dire de ne rien devoir à personne, de ne rien devoir à la lignée, d'hériter de rien, de pouvoir changer aussi de signe zodiacal. On change bien de sexe, on change, etc., etc. Donc, facéties si l'on veut, mais qui ont toujours une leçon, et une leçon philosophique ou une leçon de morale au sens du XVIIIe siècle.
On met en cause aussi ces ouvrages, souvent privés d'ordre, fait un peu de bric et de broc parfois, il recomposait des livres, qui révéleraient un fâcheux défaut de structure, en particulier ceux de la seconde période, car il y a chez Baudrillard, grossièrement, on pourrait dire deux périodes. Il y a une première période avec des livres assez classiques, la société de consommation, le système des objets, l'échange symbolique et la mort, sont des livres qui ressemblent à des livres, avec des notes en bas de page, avec une certaine langue, qui est une langue encore marquée par l'université, puis ensuite une volonté de s'arracher à cette littérature un peu formelle et conformiste. Et on lui reprochera de s'éloigner de l'intelligibilité des premiers livres pour aller vers des formes plutôt plus improbables. Certains diront même, pourquoi pas un Baudrillard un peu délirant. Alors, en somme, on lui reproche, si vous voulez, un manque de rigueur selon les bonnes normes académiques. Alors, des reproches généraux qui nourriront diverses objections. Alors, elles peuvent être de principe. Baudrillard n'étant, à proprement parler, ni philosophe ni sociologue, on pourrait considérer que ce qu'il dit n'est pas recevable, en tout cas par ceux qui se sont arrogés le droit de décider de la recevabilité des discours. Vous savez, c'est un peu le cas d'Edgar Morin aussi. Bon, Edgar Morin, qu'est-ce qu'il est? Philosophe, sociologue, qu'est-ce qu'il est? Épistémologue, on ne sait pas très bien. Et il fut une époque où le fait de ne pas être inscrit dans un cadre universitaire valait une certaine marginalité, une certaine exclusion. Alors, les objections, elles peuvent prendre aussi un tour plus moralisant. Suivant la triste pente de l'époque, son relativisme supposé, on reprochera à Baudrillard son relativisme, eh bien, marquerait au fond sa pensée, ou le fond de sa pensée, à savoir une sorte de nihilisme nauséeux, alors que nous aurions besoin, notre époque aurait besoin de sens et de repères. L'objection, elle peut être aussi simplement factuelle. On dira, par exemple, c'est une fausse valeur, un penseur jadis à la mode, que la mode aurait emporté, comme elle a emporté la cohorte des jargonautes de la French Theory, des faiseurs de charabia qu'auraient gobé les gogos d'Amérique. On considérera qu'il faudrait le mettre comme ça dans le chariot des penseurs qui auraient été un peu valorisés parce qu'une cote artificielle les aurait accompagnés aux États-Unis. Alors, les objections, elles peuvent être aussi de nature plus, entre guillemets, idéologique. On l'accusera de sexisme, par exemple, à partir de son livre de la séduction. On l'accusera d'homophobie, à partir du même livre. Ceux d'entre vous qui pourraient avoir étonné, reportez-vous au livre et vous verrez qu'il n'y a pas la moindre trace de sexisme ou d'homophobie, mais des gens qui ne l'ont pas lu ont préféré y voir cela pour ne pas avoir à entrer dans un dialogue philosophique, ou en tout cas un peu rigoureux avec sa pensée. On l'accusera aussi de complaisance avec le terrorisme. C'est le cas, par exemple, dans L'Esprit du terrorisme, écrit après les Twin Towers, où certains hurleront en disant qu'il prend le parti des terroristes. Là aussi, je vous invite à lire ce livre pour montrer que Baudrillard fait une analyse en termes d'échange symbolique et pas du tout un parti pris pour ou contre, ce qui n'est pas très intéressant. La presse, l'opinion s'occupait du pour et du contre. On pourrait aussi, bien évidemment, retenir ceux qui l'accuseront de jouer le jeu, pourquoi pas de l'extrême droite, mais on connaît bien le reductio ad Hitlerum dont a parlé Léo Strauss. Quand une pensée ne rentre pas dans le cadre des pensées admises, eh bien immédiatement on va lui mettre au fer rouge la marque de l'infamie. On l'accusera de jouer la carte de l'extrême droite. Alors l'objection, elle peut aussi, et ce sera la dernière auquel je m'arrêterai, l'objection peut aussi avoir des tonalités plus théoriques. Lorsqu'on dénoncera, par exemple, sa forme d'analyse, lorsqu'on opposera Baudrillard à la sociologie académique, celle de Bourdieu, par exemple. Il est clair qu'entre Baudrillard et Bourdieu, ce sont deux manières totalement différentes de concevoir et le travail intellectuel et le rapport au travail de la pensée. On pourrait dire que Durkheim est le père fondateur de la sociologie de Bourdieu. Ce n'est pas exactement la manière dont Baudrillard conçoit les choses. Ce n'est pas une sociologie quantitative, ce serait beaucoup plus une sociologie de type compréhensif, si on veut, beaucoup plus du côté de Simmel ou de Tarde, si on voulait prendre des filiations. Alors, notre intention, ce n'est pas de répondre point par point à ces objections, mais, si vous voulez, à la manière platonicienne, de faire une sorte d'apologie de Baudrillard. Je rappelle que
l'apologie, c'est pas dire du bien de quelqu'un. Apologie en grec, ça veut dire logos, c'est le discours, apo, c'est lever. Une apologie, c'est un discours qui vise à lever des accusations, c'est le cas de l'apologie de Socrate par exemple, ou de lever des malentendus. En l'occurrence, je vais essayer de lever un certain nombre de présupposés, de préjugés ou de contenus des attaques ou des objections qui lui sont adressées. C'est pour cela que j'ai intitulé, si vous voulez, cette intervention « Entrer dans la pensée de Baudrillard ». Pour entrer dans une pensée, il faut toujours un peu de connivence. Vous savez, la connivence, c'est François Julien qui aime rappeler l'étymologie de ce mot. Connivere en latin, c'est cligner des yeux. C'est une sorte d'entente, cligner des yeux, s'entendre en clignant des yeux, si vous voulez. Donc il faut un minimum de connivence avec un auteur. Alors, que veut dire entrer dans une pensée? Alors ici, il faut distinguer entrer et introduire. Lorsqu'on entre quelque part, que l'on franchit un seuil, on commence par être désorienté. Il en va de même lorsqu'on entre dans une pensée, avec l'importance de la langue. On entre dans une pensée par une langue qui est toujours une autre langue, qui n'est pas sa langue. C'est une langue qui est façonnée par un certain usage, par des lectures. C'est une langue qui nous est d'abord étrangère. Il faut accepter qu'entrer dans une pensée, quelle que soit cette pensée, c'est entrer dans une pensée qui s'exprime dans une langue qui n'est pas notre langue, en tout cas notre langue la plus familière. Quand on entre quelque part, on n'est pas complètement soi, on décoïncide avec soi, pour reprendre encore un mot de François Julien. Un ailleurs est ouvert, alors que l'on peut s'introduire à couvert dans un lieu, comme dans un livre, par la cave ou par le grenier, comme un voleur dans la nuit, en veillant surtout à se ménager une sortie. Donc le sens des mots ici est clair. Introduire, en latin, intro, à l'intérieur, et ducere, ça veut dire à la fois mener, conduire ou tirer à soi. Quand on s'introduit, eh bien, il y a cette démarche qui consiste à tirer à soi un dedans, un contenu, le faire sien. S'introduire quelque part, d'une certaine manière, c'est se rendre familier et donc perdre l'étrangeté de ce dans quoi on s'introduit. Même chose dans un livre. Il y a là quelque chose, une sorte de métaphore un peu digestive. Les Anglais parlent de digest, c'est intéressant, un digest. C'est une manière, une introduction facile, lire en quelques pages un livre sans faire l'effort, d'une certaine manière, d'entrer dans ce livre. Alors qu'entrer, ça a un tout autre sens, c'est le mouvement inverse. Non pas tirer à soi un contenu, mais se laisser prendre au point de perdre ses repères familiers. Et c'est là, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Stéphane Goulier. Pour entrer dans une pensée, il faut de l'audace, il faut user, comme disait en effet Platon. Alors, pour entrer dans une pensée, pourquoi entrer dans une pensée? Parce que si on n'entre pas dans une pensée, eh bien, cette pensée nous échappe. Il faut être capable d'entrer dans la pensée d'un philosophe, par exemple, pour qu'une lecture philosophique soit possible. Je peux vous donner un contre-exemple. Luc Ferry, avec une grande légèreté, dit, à propos de Pascal et de Montaigne et de Pascal, mais surtout de Montaigne, il dit « Montaigne n'est pas un philosophe. En fait, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des recettes de grand-mère, c'est de la sagesse de pacotille. C'est un écrivain, un littérateur, mais ça n'est pas un philosophe. » Là, c'est l'exemple même de quelqu'un qui manifestement n'est pas entré dans la pensée de Montaigne. Sinon, on ne dit pas ces énormités. Une pensée, elle n'est pas d'emblée accessible. Donc il faut se déplacer. Et vous savez que le sens du mot théorie, théoria en grec, ça vient d'abord d'un mot qui est le mot théoros. Le théoros en grec, c'est celui qui allait hors de la cité, qui allait en mission dans une cité voisine au moment des Jeux Olympiques. Le théoros, en d'autres termes, c'est celui qui se déplaçait, qui allait ailleurs. Donc on peut dire que, d'une certaine manière, Baudrillard conçoit la théorie de cette manière. Alors, j'ai choisi, si vous voulez, pour entrer dans la pensée de Baudrillard, de prendre la mesure de quelques plis, des plis de pensée que je vais essayer de déplier. Et j'en ai retenu 3. Alors, le premier pli, qui est une sorte de geste fondateur, c'est le sacrifice de l'intellect. Baudrillard s'en est expliqué à diverses reprises. C'est la grande leçon qu'il tire à la fois de Nietzsche, de Rimbaud et de Jarry, et plus généralement de la pataphysique.
tous trois d'ailleurs découverts au lycée de Reims, où il a eu la chance d'avoir un professeur de philosophie en terminale tout à fait exceptionnel, qui s'appelait Emmanuel Payet. Emmanuel Payet, qui n'a pas laissé de nom, c'est dommage, il est, entre autres choses, l'inventeur, le véritable inventeur du collège de pataphysique, et aussi l'un des membres fondateurs d'Oulipo. Donc ce professeur de philosophie a fait découvrir à ses élèves, et imaginez, on est dans l'après-guerre, immédiate après-guerre, ce n'est pas la manière la plus commune d'initier les écoliers, les lycéens à la philosophie. Alors de Nietzsche d'abord. Baudrillard écrit ceci de Nietzsche. Il dit « Peut-être n'étudie-t-on jamais sérieusement qu'un philosophe, comme on n'a qu'un seul parrain, comme on n'a qu'une seule idée dans sa vie. Nietzsche est donc l'auteur à la grande ombre duquel j'ai évolué, mais sans le vouloir et sans même véritablement le savoir. » Donc il y a le poids nietzschéen, mais en même temps, sans le vouloir et sans le savoir. C'est-à-dire comme si la pensée de Nietzsche avait infusé un peu à ses dépens. Alors, je ne vais pas évidemment ici vous résumer le Nietzsche qui intéresse Baudrillard, mais de manière détournée. Il faut noter ce qui est très important, je dirais, dans l'histoire des idées récentes, c'est que Baudrillard n'ira pas de Marx à Nietzsche, suivant en cela l'exemple de nombre de philosophes des années 60-70 du siècle passé, qui abandonneront les références à Marx au profit des dérives nietzschéennes, tous les ex-marxistes qui vont se convertir au nietzschéisme. Prenez tous les philosophes, je parle des gens de tel quel ou d'autres, qui sont d'anciens marxistes et qui vont découvrir Nietzsche. On pourrait en trouver même des gens plus hétérodoxes, je pense même à Henri Lefebvre à certains égards. Alors, comme si il ne s'agit pas pour Baudrillard de quitter la philosophie du devenir chez Nietzsche pour la philosophie du changement chez Marx, non seulement philosophie du changement, mais par une sorte de conversion à l'histoire. Il s'agit au contraire, via Marx, d'opérer un certain nombre de liquidations. On verra que ce mot a une grande importance. Il suffit de se reporter au grand livre de Baudrillard, qui s'appelle « Le miroir de la production », pour découvrir que Marx est l'occasion, pour Baudrillard, de liquider, de régler ou de se guérir d'un certain nombre de tentations. Alors la première, c'est la tentation de l'économisme et de ses concepts, et partant du modèle productiviste qui a engendré le fétichisme du travail. Jean Baudrillard renvoie dos à dos l'idéologie du besoin telle qu'elle est présente dans le capitalisme, et de l'autre, les idéologies marxistes de la production. Il montrera par exemple que la grande limite de la pensée de Marx, c'est de ne pas être sorti de cette idéologie de la production, prenant la production comme étant quelque chose d'absolument indépassable et partant de toute une philosophie du travail. Sur ce point précis, le miroir de la production, ceux qui peuvent s'intéresser à Baudrillard, c'est vraiment un texte tout à fait essentiel que l'on peut compléter pour une critique de l'économie politique du signe, où il renvoie dos à dos l'idéologie capitaliste et l'idéologie productiviste de Marx. Marx aussi va le guérir de la sociologie, entre guillemets. Baudrillard, c'est une thèse qu'il soutiendra, que le social est une fiction. Et que d'une certaine manière, une lecture attentive de la pensée de Marx et de ce qu'elle produira ensuite montre que le social est une fiction. À la rigueur, ça peut être un concept, mais dès lors que ce concept a été formé, d'une certaine manière, le social n'était déjà plus là. Mais j'en dirai un mot sur cette manière de procéder. Là, je vous renvoie à un livre de Baudrillard qui s'appelle « À l'ombre des majorités silencieuses ». Étrangement aussi, d'une certaine manière, Marx le guérit de la psychanalyse. Marx ne dit pas un mot de la psychanalyse, vous en doutez bien, mais de la lecture de Marx, Baudrillard tirera cette leçon qu'il n'y a pas plus de vérité du sujet que de vérité de la révolution. Que cette idée de chercher à mettre au jour une vérité de la révolution, à travers la lutte du prolétariat, une vérité du sujet, à travers un inconscient qui déterminerait, etc., tout cela lui semble être une machinerie tout à fait critiquable dans ses principes. Même chose, elle le guérira de la tentation structuraliste. Lorsque Baudrillard écrit, on est en pleine période structuraliste. Or, le structuralisme, et en particulier le structuralisme dans l'anthropologie, il montre, par exemple chez Lévi-Strauss, il montre une certaine méconnaissance de l'échange symbolique
alors que des gens comme Marcel Mauss ou même Bataille seront très attentifs à l'échange symbolique, que ce soit évidemment les études sur le don ou la part maudite. Alors que chez Lévi-Strauss, on s'occupe à tout autre chose que l'échange symbolique. Baudrillard, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane Gaulier, écrira, c'est son 3e livre, je crois, L'échange symbolique et la mort. Donc ici, on a autant de liquidation, c'est un mot-clé de la pensée de Baudrillard, et qui est la première forme prise par le sacrifice de l'intellect, liquidation de divers systèmes de pensée qui sont associés à la modernité, dominés par l'idée de production et partant par celle de valeur. Que ce soit la production économique, que ce soit la production textuelle, la grande époque des années de l'après-guerre, etc., dans le prolongement de la linguistique structurale, de la sémiologie, etc., c'est de parler de production sexuelle, vous imaginez, textuelle. Pourquoi d'ailleurs parler de production textuelle? C'est une manière de ne pas vouloir parler de création. On abandonne la création comme étant un terme magique, entaché de religiosité. On substituera l'idée de production textuelle, production de l'inconscient, pour ne pas parler de création. Et aussi, d'ailleurs, donc production économique, production textuelle, production de l'inconscient, etc. Alors, ça n'est pas mon objet, mais ça a été l'objet d'une intervention la semaine dernière. À cette idée de production, Baudrillard opposera plus tard l'idée de séduction. La production et la séduction relèvent de 2 logiques inconciliables. Baudrillard dira il faut jouer la séduction contre la production. Alors, production, là encore le latin, producere, c'est-à-dire conduire en avant. Dans la production prévaut l'idéal d'une maîtrise des choses par le travail, selon un processus finalisé, processus qui tend vers une fin irréversible, illimitée. La production en tant qu'elle est matérialisation d'une force est toujours une fuite en avant. L'homme serait comme prédestiné à la transformation objective du monde, à faire surgir de la valeur par son travail, avec de surcroît une idée qu'on trouve chez Hegel, que reprendra Marx, c'est que le travailleur, en produisant, s'autoproduit, une sorte d'autoproduction par un effet de retour du travail, de la production sur le travailleur. Alors qu'avec la séduction, dans la séduction, il y a l'idée ici de détournement. Donc la séduction n'est pas entendue dans un sens étroitement psychologique. Il faut voir ces 2 logiques qui sont à l'œuvre. La séduction, elle est d'abord à penser dans l'échange symbolique. L'échange symbolique qui, à la différence de la production, est caractérisé par la réversibilité. Alors, ce n'est pas mon objet, donc je ne vais pas m'y étendre, mais par exemple, dans le sacrifice, Baudrillard étudie dans l'échange symbolique et la mort, le sacrifice, par exemple, chez les Aztèques, où il s'agit de sacrifier des hommes. Le sang des sacrifiés, par une circulation, va faire que, d'une certaine façon, le soleil, le dieu soleil, va dispenser son énergie. Ici, vous avez cette réversibilité de la vie et la mort qui est à l'œuvre dans les sacrifices archaïques et par exemple le sacrifice aztèque. D'ailleurs, sur ce point, Baudrillard montrera son désaccord avec Bataille, car chez Bataille, il y a l'idée de dépense, il y a peu l'idée de réciprocité, il y a peu l'idée du don et du contre-don. Bataille insiste surtout sur le don et sur la dépense à cet égard. Bon, on pourrait retrouver la séduction aussi bien dans le potlatch, dans la surenchère, dans la consommation, entre la logique de la consommation et de la consommation, qui est séduction aussi à sa manière, justement par écart, etc. etc. Donc, je laisse ici le problème de la séduction en rappelant simplement que ce détournement, et là j'illustre ça par une phrase de Baudrillard, il dit « Il s'agit de détourner les choses, entre parenthèses de la valeur, pour les ouvrir au jeu des apparences. » Donc la séduction, c'est une sorte de jeu fatal où chacun met en jeu son identité. Et là, Baudrillard aimait se référer au journal du séducteur de Kierkegaard. Pour séduire la jeune fille énigmatique, il faut devenir soi-même une énigme. Qu'est-ce que c'est qu'une séduction amoureuse? Eh bien, c'est un duel énigmatique où chacun, d'une certaine manière, met en cause ce qu'il est, d'une certaine manière introduit de l'indistinction, ne serait-ce que
la distinction sexuelle d'ailleurs, disons le masculin qui se féminise, le féminin qui se masculinise, etc. Alors, deuxième, dans ce sacrifice de l'intellect, c'est Rimbaud. Alors, de Rimbaud, il retiendra évidemment bien des choses, mais ce qu'il va retenir d'abord, c'est la volonté farouche d'effacer toute trace, brouiller les pistes. Ça, c'est une volonté très marquée chez Jean Baudrillard, et la référence, lorsqu'il affiche cela, la référence à Rimbaud est toujours présente. Ce sont les fameuses semelles de vent du poète. Alors ici, vous avez un deuxième thème qui n'est pas la liquidation, mais qui est la disparition. Et la disparition, c'est un autre mot-clé, c'est peut-être la deuxième forme prise par le sacrifice de l'intellect. Le dernier livre de Jean Baudrillard, qui a été publié quelques semaines après sa mort, livre sur lequel il a travaillé jusqu'au bout, c'est un petit livre qui est publié aux éditions de Lerne, qui a un titre très énigmatique, « Pourquoi tout n'a-t-il pas déjà disparu ?» Baudrillard dit, alors évidemment ça paraît comme cela un peu paradoxal, il met assez les paradoxes et les titres paradoxaux, il dit que l'espèce humaine a inventé un art de la disparition. En conceptualisant, par le langage, l'homme fait exister les choses en même temps qu'il les précipite vers leur perte. C'est tout le problème de la représentation et donc d'une certaine manière de la réalité. Car qu'est-ce que la réalité sinon un système de représentation ? Alors ici, on pourrait prendre plusieurs références, mais il y en a une qui me semble importante, c'est lorsqu'il dit que la modernité, elle a pris congé du monde au moment même où elle se donne pour tâche de le réaliser en l'analysant et en le transformant. En fait, c'est le programme explicite de la science galiléenne. Et à cet égard, Baudrillard fait sienne l'analyse assez remarquable d'Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, notamment concernant ce qu'on appelle le point d'Archimède, c'est-à-dire, vous vous souvenez de ce que disait Archimède, si on pouvait trouver un point dans l'espace donné à partir duquel il servirait de levier pour soulever la Terre. Donnez-moi ce levier, ce point de levier, et je soulèverai la Terre. Eh bien, d'une certaine manière, dit Hannah Arendt, Galilée réalise Archimède. Les hommes ont enfin trouvé le moyen de regarder la Terre d'un point de vue cosmique, regarder la Terre d'un point de vue qui n'est pas le point de vue de celui qui est sur la Terre, les pieds sur Terre. Et là, l'importance, dit Hannah Arendt, de l'invention du télescope. Elle dit qu'au fond, la modernité, elle naît des grandes découvertes, de la réforme et de l'invention du télescope. Le télescope, entre parenthèses, qui est le premier instrument, peut-être l'un des rares instruments, qui n'ait pas été inventé à des fins techniques, mais à des fins d'observation du ciel, et qui permettra cette idée d'un décentrement tout à fait prodigieux, qui fait qu'on peut, d'une certaine manière, rendre compte de la Terre à partir d'un point de vue idéal qui serait hors de la Terre. Je vous cite le passage d'Hannah Arendt qui a beaucoup marqué Jean Baudrillard. La découverte de Galilée a prouvé et démontré que la crainte la plus affreuse et l'espoir le plus présomptueux, à savoir l'antique peur de voir nos sens, nos organes faits pour accueillir le réel, soudain nous trahir, et le vœu d'Archimède réclamant hors de la Terre un point d'appui pour soulever le monde, ne pouvaient se réaliser qu'ensemble, comme si le vœu ne devait être exaucé qu'à condition de nous faire perdre le réel. Et ça, cette phrase, évidemment, cette dernière phrase est absolument essentielle. Au fond, la révolution galiléenne, dans le prolongement de l'hypothèse d'Archimède, nous fait perdre le réel. D'une certaine manière, la science moderne a fait disparaître le réel au profit de la réalité, devenue une construction physico-mathématique, faite d'équations, etc. Vous vous souvenez sans doute, vous connaissez tous sans doute, la phrase célèbre de Galilée qui disait que la nature est écrite en langue mathématique, que les caractères de cette langue, c'était les figures de la géométrie, etc., etc., etc. Alors, Baudrillard, d'ailleurs, étendra son analyse à d'autres domaines. Il dira que la lutte des classes, elle n'existe qu'à partir du moment où Marx la conceptualise, mais dès lors qu'il la conceptualise, d'une certaine manière, la lutte des classes n'existe plus dans son intensité maximale. Il dira la même chose concernant le pouvoir chez Foucault. Quand Foucault théorise le pouvoir, certes, mais d'une certaine manière, dès lors qu'il l'a théorisé, qu'il l'a conceptualisé, d'une certaine manière, le pouvoir a déjà changé de lieu. Alors, il y a cette idée, si vous voulez, que la réalité, elle s'évanouit dans le concept.
Alors ici, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le problème entre le réel et la réalité. Du réel, il y a, comme le disait déjà Lacan, mais les philosophes le disaient, du réel, il n'y a rien à dire. Le réel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est là. Le réel, c'est ce qui est présent. Le réel, c'est ce qui s'impose. La réalité, c'est une construction. C'est une construction à la fois perceptive, intellectuelle. Donc il est clair que lorsque Baudrillard parle ici fait sien l'analyse d'Hannah Arendt, c'est pour souligner que avec la science moderne, avec ce grand programme technoscientifique que la science moderne met en place, pensez devenons comme maîtres et possesseurs de la nature, eh bien, d'une certaine façon, la réalité, en s'imposant, fait disparaître d'une certaine façon le réel. Alors, on peut faire de la disparition un autre usage que simplement celui-là. Et là, Baudrillard dira qu'il peut y avoir une sorte d'usage stratégique de la disparition. Il y a un art de la disparition. En même temps que disparaissent les valeurs, le réel, les idéologies, les fins ultimes, il y a simultanément la possibilité, dira Baudrillard, de jouer avec tout cela. La disparition, elle devient alors un art, le grand art, pas au sens des beaux-arts, mais au sens où on parle d'un art martial, d'un duel, d'un défi. Il y a donc une sorte de stratégie de la disparition. Je reviendrai sur ce point. Troisième sacrifice de l'intellect, c'est la leçon qu'il tire de Jarry et de la pataphysique. Alors, à son propos, d'ailleurs, il parle explicitement du sacrificio dell'intelletto, en italien, le sacrifice de l'intellect. Alors, Baudrillard a pu dire, la formule est très célèbre, pataphysicien à 20 ans, situationniste à 30, utopiste à 40, transversal à 50, viral et métaleptique à 60, toute mon histoire. Un lecteur impertinent lui dira, enfin, vous n'êtes pas mort à 60 ans, et ensuite, à 70 ans, il dit, je n'ai pas d'expression adéquate. Peu importe. En tout cas, on pourrait de cela, puisque pataphysicien à 20 ans, on pourrait en conclure que la pataphysique n'a jamais été chez lui qu'un épisode de jeunesse, ce qui est à la fois vrai et un peu court. Il y a certes dans la pataphysique des potacheries, un goût prononcé pour la supercherie, pour les falsifications de toutes sortes. Jean Baudrillard a été, par exemple, étroitement mêlé à la publication d'un pseudo inédit de Rimbaud, pseudo-manuscrit de Rimbaud, qui s'appelait La chasse spirituelle, à la fin dans les années, après la guerre, dans l'immédiate après-guerre, cette chasse spirituelle qui a provoqué, vous imaginez, une sorte de petite tempête dans le monde intellectuel parisien, les gens se réjouissant, écrivant bien évidemment, ce fameux texte qu'on cherche depuis longtemps, etc. Il n'y a que André Breton qui avait flairé la supercherie, l'imposture. En tout cas, il y a dans disons, la pataphysique en général, il y a un goût, bien évidemment, de la potacherie. Mais la pataphysique ne se réduit pas à ses fantaisies. Baudrillard a écrit, en 1948, il a alors 19 ans, un court texte intitulé « Pataphysique », qui a des allures de manifeste. C'est un court texte qui a été édité chez Sens et Tonka, qui a été repris dans le Cahier de Lerne. Et ce texte est assez prodigieux, d'abord par cette intelligence précoce, et pour voir que la pataphysique n'est pas simplement une fantaisie. Il dit par exemple la chose suivante, c'est parce que la pataphysique atteint à une telle perfection du jeu, et parce qu'elle accorde si peu d'importance à tout, qu'elle en a finalement si peu. En elle, toutes les nullités solennelles, toutes les figures de la nullité viennent échouer et se pétrifier devant l'œil gorgonal du but. Alors, la pataphysique, elle est pour Baudrillard l'occasion, et c'est son expression, d'un balayage assez féroce, le déclencheur d'un processus décisif, précisément ce qu'il appelle le sacrificio dell'intelletto. L'expression, elle peut paraître trompeuse, parce que parler du sacrifice de l'intellect, eh bien, ça peut avoir des sources théologiques. On pourrait rapprocher le sacrifice de l'intellect du credo cuia absurdum de Tertullien, je crois, parce que c'est absurde. On pourrait rapprocher le sacrifice de l'intellect de ce qu'a pu dire Saint Jean de la Croix, l'anéantissement mystique. On pourrait peut-être aussi le rapprocher de manière, je dirais, plus proche même, avec ce qu'a dit Max Weber du sacrifice de l'intellect, qui serait le trait caractéristique de tout homme pratiquant. Vous voyez ici que l'homme religieux sacrifierait d'une certaine manière son intellect. Et là, on pourrait évidemment s'appuyer
sur ce que dira Pascal, sur le Dieu des philosophes, etc., etc. Bon, chez Baudrillard, le thème, il ne relève pas du registre mystique ou religieux, il s'agit d'un déblaiement. Il évoque la virulence de l'acide ou du détersif pataphysique. C'est le rôle de la célèbre gidouille du Père Ubu, cette gidouille qui permet de repartir de zéro, de déblayer tout ce qui a été accumulé. Et chez Baudrillard, cela évoque une rupture intellectuelle et culturelle qui ira de pair avec d'autres ruptures, en particulier avec le système universitaire. Et là, c'est la vie de Baudrillard. La vie de Baudrillard, c'est une vie de ruptures successives et de ruptures radicales. Là, il y a une anecdote que rapporte Vidal-Naquet. Vous connaissez tous l'historien Vidal-Naquet. Il se trouve que Vidal-Naquet était en hippocagne avec Baudrillard. Et dans un livre d'entretien qu'il a fait peu de temps avant sa mort, il raconte que lorsqu'il était en hippocagne, le professeur de latin rend des devoirs et dit... le meilleur thème, c'est un élève qui a décidé de partir et d'aller pêcher les éponges en Grèce. C'était Jean Baudrillard. Donc Baudrillard était en hippocagne, venant du lycée de Reims. Venant du lycée de Reims, est inscrit en hippocagne à Henri IV ou Louis-le-Grand, je sais pas, enfin dans un des grands lycées parisiens. Et première rupture avec le monde universitaire. Et Baudrillard, à plusieurs reprises, dira « Moi, la culture, c'est pas mon milieu. Je suis fils de paysans ardennais, etc. etc. » Donc, il y a là quelque chose qui évoque véritablement. Il dira, par exemple, « La pataphysique est la plus haute tentation de l'esprit. Le principe d'en remettre, c'est ainsi que la réalité est démolie. » Je rappelle ce texte, il l'écrit à 19 ans, en 1948. Alors, la pataphysique, c'est à la fois un jeu qui agace les catégories de l'esprit et autres contraintes causales. C'est ça le métaleptique. C'est, comme figure de style, c'est d'inverser la cause et la conséquence. Donc à la fois un jeu et un ferment violent, une sorte de contre-transfert culturel. Mais aussi, et il s'en souviendra plus tard, lorsqu'il théorisera la réalité intégrale, il verra dans la pataphysique une sorte d'anti-vision du monde. La réalité intégrale, celle de notre monde virtuel, dont parlait tout à l'heure Stéphane, eh bien, c'est une forme d'accomplissement ubuesque de la réalité. La pataphysique, elle lui apparaît comme la seule réponse à ce phénomène, en même temps que la dérision ultime de ce phénomène, parce que sa parfaite tautologie. Elle est tout à la fois la science des solutions imaginaires et un mythe des solutions imaginaires. Donc le sacrifice de l'intellect, il doit être entendu très clairement en un sens stratégique. Il s'agit de déjouer les effets d'ordre, les effets de sens, les effets de finalité qui sont au fondement de nos catégories de pensée. Alors, on pourrait dire que la stratégie, ici, il faudrait l'entendre comme activation ou désactivation de position. Et on pourrait dire, et Baudrillard s'en amusait, qu'il serait davantage du côté de Sun Tzu, le stratège chinois, que du côté de Clausewitz, plutôt agir en amont, avant le combat, plutôt que d'agir après. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur le thème de la disparition. La disparition, elle opère à plusieurs niveaux. Premier niveau, on peut parler, si vous voulez, d'un usage radical de la disparition, avec l'idée de disparition du réel, qui fera la renommée un peu scandaleuse de Baudrillard. Alors, disparition du réel, sans doute davantage à entendre comme disparition de la réalité, d'ailleurs. Mais pensons au crime parfait, au meurtre de la réalité, ou du réel. Baudrillard a parlé de crime parfait, du meurtre de la réalité. Alors déjà, dans la société de consommation, il pointait l'effacement du réel, ou de la réalité, au profit de son spectacle, au sens situationniste du terme. Mais plus tard, il parlera très clairement d'un meurtre parfait, car sans cadavre. Le réel n'est pas mort, il a disparu. Le virtuel ne s'oppose pas simplement au réel, il le fait disparaître. C'est l'univers du simulacre. Le simulacre, et la définition qu'en donne Baudrillard, c'est la copie à l'identique d'un original qui n'a jamais existé. En d'autres termes, il n'est plus possible de distinguer l'authentique de l'artificiel. Là, pensons simplement aux promesses du métavers, pour avoir montré quelques anticipations des réflexions baudrillardiennes. La disparition du réel est un effet de la transfiguration technique du monde par la numérisation.
Baudrillard parle d'une extermination du réel par son double numérique. Et on pourrait dire la même chose concernant des sujets qui sont aujourd'hui très d'actualité, par exemple concernant l'intelligence artificielle. Lorsque Baudrillard dit que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence sans artifice et donc sans intelligence, et il montrera que cette intelligence artificielle, elle évacue le rêve, l'équivoque, la métaphore, la distance, tout ce qui fait une intelligence, et qui disparaît finalement avec cette numérisation et virtualisation du monde. Dans simulacre et simulation, Baudrillard distingue 3 verbes. Le verbe feindre, le verbe dissimuler et le verbe simuler. Dissimuler, c'est feindre de ne pas avoir ce qu'on a. On peut dissimuler sa fortune au fisc. Simuler, c'est feindre d'avoir ce qu'on n'a pas. On peut simuler une maladie. Présence d'un côté, absence de l'autre. Mais simuler, ce n'est pas feindre. Celui qui feint d'être malade, il se met au lit et fait croire qu'il est malade. L'écolier qui feint d'être malade pour ne pas aller en classe. Celui qui simule une maladie en détermine en soi quelques symptômes. Donc feindre et dissimuler laisse intact le principe de réalité. La différence n'est pas masquée, alors que la simulation, elle remet en cause la différence entre le vrai, le faux, le réel et l'imaginaire, d'où l'idée d'ailleurs de crime parfait. Ça, c'est le premier usage de la disparition. Le deuxième usage, c'est un usage plus instrumental de la disparition. C'est le cas de la photographie. Il faut savoir que Baudrillard, tardivement, s'est intéressé à la photographie. D'abord, il est photographe. Il est devenu photographe parce qu'on lui a offert un appareil photographique qui a fait naître le désir de faire des photographies. Et c'est devenu une activité importante, peut-être même principale dans son esprit. Des expositions ont été organisées, en particulier par Marine Baudrillard, ici présente. Alors, usage plus instrumental de la disparition, parce que l'appareil photographique, ou la photographie tout court, est un outil idéal pour faire disparaître la réalité objective, celle qui se tiendrait sagement devant le sujet, comme le sujet, par exemple, exige que l'objet se tienne sagement devant lui dans la démarche de la connaissance, dans toute théorie de la connaissance, alors que la photographie, elle nous révèle à quoi peut ressembler le monde en notre absence. Disparition en même temps qu'apparition d'un monde qui n'a pas besoin de l'homme, qui ne prend pas la pause. Quand on photographie, je sais pas, un désert, quand on photographie une scène, la scène ne prend pas la pause. Donc d'une certaine manière, elle nous fait comprendre, la photographie, c'est ce que dit Baudrillard, que nous sommes de trop. Faire de la photographie, c'est adapter le parti des choses, et non du sujet se représentant les choses. Et pour Baudrillard, cette expérience photographique est une expérience absolument essentielle et originale. Elle nous fait découvrir l'indifférence radicale du monde. Le monde n'est pas concerné par l'homme, et il nous le fait savoir. L'objet se venge d'une certaine manière. Ici, vous avez un usage instrumental de la photographie. Ce qui intéressait Baudrillard dans la photographie, ce n'est pas l'esthétisme, ce n'est pas simplement je sais pas, le punctum cher à Barthes, etc. Non, c'est une expérience métaphysique. Troisième usage de la disparition, et dernier usage, c'est la disparition comme défi, une sorte d'usage métaphysico-stratégique de la notion. Devenir, dit Baudrillard, plus invisible que l'invisible, aller plus vite que l'événement. Ça, c'est son côté paroxyste. Vous savez, le paroxyton en grec, c'est l'avant-dernière syllabe, c'est la pénultième. Eh bien, d'une certaine manière, Baudrillard nous dit qu'il faut, et ça c'est la force de l'hypothèse, qui mêle autant la démarche, je dirais, de la mobilisation de notre intelligence, même peut-être rationnelle, et notre imagination, c'est pouvoir se tenir dans l'imminence de la fin, d'où on jouit, dit-il, d'une vue imprenable, non pas la fin du monde, et pourquoi pas la parousie, on n'est pas dans une vision ici religieuse, mais la fin d'un monde. Baudrillard est une sorte de veilleur des extrêmes, une sorte de veilleur des confins. Et tout cela, bien entendu, à titre d'hypothèse, ne confondons pas Baudrillard et Philippulus dans Tintin. Donc il y a cette manière de se tenir dans la position extrême pour pouvoir être un livre a été écrit, ça s'appelle « Le paroxyste indifférent », pour pouvoir observer d'une certaine manière cette fin d'un monde, notamment ce monde annoncé à travers la numérisation, la virtualisation, etc. Alors,
Pour éclairer cela, pour éclairer ce point, troisième point qui mérite quand même quelques précisions, on peut se référer, se servir d'une conférence que Jean Baudrillard a faite à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, en 2004, donc tardivement, qui est consacrée à la violence. Et Baudrillard, dans cette conférence, il distingue 3 niveaux de violence. La violence primaire, celle que le plus fort exerce sur le plus faible, elle est faite d'agression, d'oppression, de rapport de force. C'est une violence qui a un début, qui a une fin, elle a une cause, elle a des effets. Il y a la violence secondaire, sous sa forme contemporaine, qui est plus subtile. Elle se présente sous la forme de la pacification, sous la forme de la neutralisation, du contrôle. Le contrôle qui a été théorisé, par exemple, par Foucault. Mais il y a aussi la violence du consensus, la violence de la convivialité. Autant de mots aujourd'hui qui sont extrêmement valorisés, qui ont une fonction un peu magique dès qu'on commence à faire valoir le consensus, la convivialité, et pourquoi pas la pacification, etc. Baudrillard parle là de violence prophylactique. Il utilise un langage quasi sanitaire, car, d'une certaine manière, le système, il traque toutes les formes de négativité pour les liquider. Toutes les négativités. C'est ce qu'il dira à propos du mal, d'ailleurs, de vouloir exterminer le mal. Exterminer le mal par la violence, bien évidemment. On y reviendra. Ainsi, par exemple, nos sociétés qui emploient la violence pour mettre fin à la violence. Et puisqu'on ne peut plus répondre à la violence par une violence égale, eh bien, Baudrillard dira qu'il reste le sacrifice symbolique. C'est ainsi qu'il analyse les terroristes et les Twin Towers, en disant que le système est tel, le système rend impossible une certaine réciprocité en termes de violence, eh bien, il reste l'acte symbolique, c'est-à-dire l'acte à partir duquel, eh bien, au fond, on met l'autre au défi de répondre, je dirais, dans la même intensité. D'une certaine façon, voilà, nous nous sacrifions, alors que faites-vous? Vous savez très bien que la réponse a été de lancer une guerre classique en Irak, par exemple, mais, ou en Afghanistan. En tout cas, il y a cette asymétrie qui est intéressante à analyser. Et enfin, dit Baudrillard, il y a la violence de troisième type. Alors, c'est celle qui est exercée par l'information, par les médias, par le spectacle et par l'image. Violence qui est liée à la transparence, à la disparition du secret, au triomphe de ce que Baudrillard appelle l'obscène. L'obscène, qui prend au sens propre du terme, dans l'obscène, il n'y a plus de scène, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de dimension métaphorique. Qu'est-ce que c'est que l'obscène? Ou l'obscénité, c'est la visibilité totale des choses. Les ingénieurs d'IBM, ils ont été là les artisans d'une obscénité, et cette obscénité qui, évidemment, a produit des effets. Mais c'est le cas de la pornographie. Lorsque Baudrillard analyse la pornographie, il dit que la pornographie, qu'est-ce qui est obscène dans la pornographie? C'est que c'est donner à voir le sexe dans tous ses détails. C'est interdire la distance, c'est interdire la scène, d'une certaine manière. Une scène, c'est le lieu du jeu, etc. Ainsi, lorsque Régis Debray dit, dans sa critique de la société du spectacle de Debord, il dit que là où l'analyse de Debord est critiquable, c'est que nous ne sommes pas dans une société qui nous éloignerait des choses et nous serions aliénés par cette séparation, mais au contraire, nous s'en sommes ultra rapprochés. Ce monde trop réel est littéralement obscène. Et donc cette forme de violence, cette troisième forme de violence, il faut la penser dans ce contexte, dans ce cadre. Cette forme de violence, elle a pris la forme du virtuel. C'est une violence virulente, virale au sens propre du terme, qui opère par contiguïté, contagion, par réaction en chaîne, avec la perte aussi de toutes nos défenses immunitaires. Donc la question que l'on se pose, que vous devez vous poser, mais alors que faire? Que faire? C'est la question que posait Lénine. Que faire face à une violence d'un nouveau type? Quelle résistance? Y a-t-il une résistance possible? Y a-t-il une lutte possible? Y a-t-il des rapports de force? Il n'y a plus de prophylaxie? Sur ce point, Baudrillard proposait une petite imagerie. Il disait qu'on peut distinguer 4 modes d'attaque et de défense. Et cela à partir de 4 figures animales. Le loup, le rat, la blatte et le virus. Le loup, c'est dans un espace à 2 dimensions.
Mais on pourrait dire que les guerres, toutes les guerres, la lutte des classes, c'est cette première figure du loup. On a un ennemi en face et on va mettre des moyens pour essayer de chasser le loup, de détruire l'adversaire que l'on a en face de soi. Le rat, il habite les sous-sols, il habite les caves. C'est une autre dimension. Ça n'est plus le combat frontal, c'est plus la guerre classique ou la lutte des classes. Ça suppose de mettre en place des pièges. On sait très bien qu'il faut piéger les rats ou les souris, etc. La blatte, troisième figure, elle occupe les interstices. Et dans ces interstices, c'est mettre en place d'autres stratégies d'éradication. C'est mettre en place des systèmes chimiques qui permettront de se glisser dans les interstices, dans les fissures pour avoir les blattes. Mais que faire face au virus ? Car finalement, le virus, comment résister à un virus ? Le virus, il est ni dans les deux dimensions, ni dans les trois dimensions, ni dans la quatrième dimension. Il est à la fois partout et nulle part. Donc, y a-t-il encore des réactions possibles à ce qui n'agit pas, à ce qui est inassignable ? Et Baudrillard dira, il reste à disparaître, à brouiller les pistes, à se rendre insaisissable, à se rendre invisible. On pourrait penser ici, il n'y fait pas référence, mais on pourrait penser ici à la figure de l'anarque chez Ernst Jünger, qui est aussi une figure de la disparition. Enfin, non pas disparaître par le camouflage, qui est encore marqué par l'illusion de la vérité, ni par la retraite, on est encore dans le champ de l'action, mais par l'absence. C'est un peu comme l'abonné absent. Et Baudrillard se réfère à ce personnage, évidemment, ici, de circonstance, qui est Bartleby, le personnage de Melville. I would prefer not to, je préférerais ne pas. Donc il y a ici une certaine manière d'expulser l'inacceptable. Baudrillard parle ici d'abréaction. Alors cette forme d'abréaction, elle peut connaître une abréaction supérieure, entre guillemets. Baudrillard parle à ce moment-là du grand jeu. C'est la pensée radicale. La pensée radicale qui précipite l'ordre du monde en accélérant le cours. Le paroxyste dont on parlait tout à l'heure. La pensée radicale qui n'est pas simplement la pensée critique, car la pensée critique, elle recherche des causes, elle se veut explicative. La pensée radicale qui ne se reconnaît ni dans l'intelligence objective, ni dans la rationalité, ni dans la recherche de la vérité au sens classique, la vérité entendue comme adéquation, etc. Elle est poétique, ou métaphysico-poétique, elle est énigmatique, rendre le monde plus énigmatique, plus inintelligible, disait-il, séductrice, jouer avec les formes, sans cesse se métamorphoser. Il y a donc là un rapport au monde qui est un rapport tout à fait singulier, qui est à rapprocher davantage de ce que l'on rencontre, par exemple, chez les poètes que chez les philosophes classiques. Deuxième pli, après le sacrifice de l'intellect, le deuxième pli que l'on peut conserver, et je vais faire vite, c'est la distinction essentielle entre sens et cohérence. Distinction que François Julien a bien marquée dans son livre « Lexique euro-chinois de la pensée ». C'est une manière pour nous de répondre à ceux qui ont pu accuser Baudrillard d'être à la limite du non-sens. Si on veut être conséquent, il faut même aller plus loin. Baudrillard entreprend une liquidation du sens. Et partant de la métaphysique. La métaphysique, elle est inséparable de la question du sens, de la question de l'être, mais pas du métaphysique. Ce qu'il dit du réel, de la disparition, appartient à un registre métaphysique, mais pas la métaphysique au sens, par exemple, platonicien du terme, qui conçoit un dédoublement de la réalité avec une réalité inférieure, réalité supérieure, une cause, un effet, etc., une perfection dégradée, tout ce que l'on veut. Alors depuis au moins Aristote, mais déjà on trouve ça chez Parménide, la philosophie, elle s'est évertuée à mettre en place une pensée du sens contre une pensée de la cohérence. Pensée de la cohérence que pouvait incarner Héraclite. Lorsque Héraclite dit, c'est le fragment 97, lorsqu'il dit « Dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, satiété-faim », d'une certaine manière, ce fragment, il n'a pas de sens. C'est une succession d'oxymores. Mais il est cohérent. Le mot cohérence, ça vient du latin, le mot cohérence vient du latin coaerere, ça veut dire tenir ensemble. Donc ce décalage entre sens et cohérence explique
qu'Héraclite ait mérité dès l'Antiquité le sobriquet d'obscur. D'où son rejet, d'où l'embarras dont témoigne, par exemple, dans le banquet de Platon, il y a un personnage qui s'appelle Éryximaque qui dit, je le cite, « Héraclite parle d'harmonie des contraires, mais c'est une expression malheureuse, illogique, alogia. L'harmonie ne peut venir qu'après les contraires. Héraclite, en somme, ne peut pas avoir dit ce qu'il dit. » Aristote dira la même chose. Or, Héraclite dit bien ce qu'il dit, à savoir que les opposés coopèrent, fragment 60. Mais c'est une pensée de la cohérence et non une pensée du sens, et même une pensée qui va contre le sens. Et une pensée qui va contre le sens, elle est inacceptable pour nombre de philosophes, mais pas pour Baudrillard. Car d'une certaine manière, Baudrillard fera un usage tout à fait remarquable de cette pensée de la cohérence qui n'est pas une pensée du sens. Il s'agit de produire des effets de cohérence sans chercher à faire sens. Mais c'est ça la fonction de l'hypothèse, c'est produire des effets de cohérence sans chercher à faire sens. Ainsi, par exemple, l'usage que Baudrillard fait du destin ou du fatal, fatum. Chez lui, le destin, c'est un puissant opérateur théorique, si on veut utiliser des expressions magnifiées, bien que chez lui exposé d'une manière allusive ou inséparable d'une imagerie qui a pour fonction justement de rendre cohérent ce qui, d'un certain point de vue, échappe à l'injonction du sens. Chez Baudrillard, ce qui est tout à fait important, c'est que les hypothèses ou les concepts, comme on veut, eh bien, ils sont toujours inséparables de toute une imagerie. Il y a chez Baudrillard une sorte d'atelier d'artiste. Il faut de la matière mentale à travailler et il recourt souvent à des images. Mais de ce point de vue-là, il n'est pas le premier. Qu'est-ce que c'est que les mythes platoniciens, sinon des images qui aident à penser? Donc pour penser le destin, mettre en place ce qui permet de comprendre que le destin, d'une certaine manière, eh bien, il doit être pensé comme la coopération d'opposés. Alors la première image, c'est le partage des eaux aux États-Unis, dans le Colorado, Continental Divide, entre les eaux qui rejoignent le Pacifique et celles qui rejoignent l'Atlantique. Alors le destin, il est d'abord séparation. Séparation irréversible, comme les eaux de l'Atlantique et du Pacifique. En naissant, quelque chose prend forme d'existence et quelque chose ne le prend pas. Tous les possibles ne sont pas réalisés, mais cela ne veut pas dire que ces possibles soient annihilés. Il y a cohérence à penser ensemble, dit Baudrillard, ce qui advient et ce qui n'advient pas. Cela a-t-il pour autant du sens? Non. Bon. Prenons l'exemple du moi, par exemple. Moi, M-O-I. On sait, au moins depuis Pascal, que le moi est insaisissable. Célèbre texte de Pascal, qu'est-ce que le moi, etc. Bon, si j'ai la petite vérole, est-ce qu'on m'aimera encore moi, etc. Bon. Hume, le philosophe Hume, il ira même plus loin, il dira le moi, ça n'est jamais qu'un mot. Il faut arrêter de dire le moi, disons ce que j'appelle moi. Et Baudrillard, il va aller plus loin encore, il va ajouter quelque chose. Il va dire, et je vous cite le passage, il dit « À la naissance, une des possibilités prend forme, forme de moi, tout le reste est exclu, et normalement, du point de vue du sujet, les autres possibilités n'existent plus. Mais on peut faire l'hypothèse que tous ces autres que je n'ai pas été continuent de devenir. Certes, moi j'existe, mais les autres continuent de devenir, et à l'occasion, je peux devenir l'un de ces autres-là. Pas seulement les autres moi, mais aussi les autres que moi. » Et là, vous avez une sorte de polyphonie du moi, où les possibles du moi, on n'est pas pris dans une sorte de linéarité. Qu'est-ce qu'est la linéarité, au fond, de l'historicisme? Les événements se succédant dans le temps continu, irréversible, mais des possibilités, au fond, de réversibilité des formes du moi. Les possibilités du moi peuvent se réaliser et s'actualiser. Il dira, à la suite d'Hölderlin, quand on dit non seulement moi, mais les autres que moi, ce n'est pas simplement autrui, ce peut être aussi les montagnes, les fleuves. Lorsque Hölderlin parle de la Garonne, par exemple, eh bien, d'une certaine manière, il est la Garonne dont il parle. Donc finalement, il y a une sorte d'éclatement de la catégorie du moi, non seulement d'éclatement ontologique, mais d'éclatement temporel à travers ces possibilités. Et ici, les idées essentielles, si vous voulez, qu'il faut retenir, c'est que le devenir réversible n'est pas le changement irréversible. C'est Nietzsche contre Marx. Cela vaut pour le moi, mais cela vaut aussi pour l'histoire. Et là, Baudrillard, qui n'est jamais disert, qui est toujours extrêmement
alors on est dans l'allusion, on n'est pas dans un propos extrêmement développé. Il dira à propos d'un débat qui aujourd'hui est un peu plus ancien, c'est le débat qu'il y a eu entre François Furet et l'historiographie communiste à propos de la Révolution française. Savoir si la Révolution française, ce que diront les communistes, la Révolution française, il faut la prendre en bloc, et d'une certaine manière, la Révolution bolchevique est la continuité de la Révolution française. Il y a une sorte comme ça de linéarité, d'héritage historique. Et François Furet, qui lui fera une distinction majeure entre une bonne révolution puis une révolution plus mauvaise, entre d'un côté une révolution un peu libérale et de l'autre une révolution qui serait la terreur. Et Baudrillard dit mais c'est pas comme cela. Ça, c'est toujours raisonné à partir d'une linéarité historique. Mais il faut dire que la Révolution française, elle est pleine de possibilités. Et que si certaines de ces possibilités se sont réalisées, d'autres peuvent se réaliser. Au fond, un événement n'est jamais épuisable de cette manière. Donc la richesse de l'événement, c'est l'ensemble de ces possibles, non pas ces possibles qui ont été et qui ont cessé d'être parce qu'il y a eu la réalisation de certains de ces possibles, mais ces possibles continuent d'être à mesure que l'événement se déploie. Deuxième image, c'est l'image de la physique quantique. Alors là, évidemment, vous imaginez que Sokal et Bricmont, les nouveaux Bouvard et Pécuchet, s'en sont donnés à cœur joie. Je ne sais pas si vous avez en tête ce livre qui avait été écrit par un Belge, Bricmont, et un Américain, je crois, Sokal, qui ont pour dénoncer l'usage que les philosophes et sociologues français faisaient des sciences, en disant c'est un usage complètement illégitime, parfaitement cuistre, et puis citant, alors il y a des choses évidemment qui sont à se plier de rire. Lorsque tel psychanalyste, je ne le nommerai pas, utilise la topologie mot à mot, ou les nœuds borroméens, etc. Bon, mais Baudrillard, d'abord, c'est pas du tout cet usage. Puis Baudrillard dit on peut avoir un usage métaphorique de la science. Enfin, en tout cas, l'avait beaucoup intéressé l'idée d'intrication quantique, le fait que deux objets spatialement séparés peuvent rester liés entre eux, ou bien le lien entre particules et antiparticules. Donc, que penser de cela, par exemple, de cette référence à la physique quantique? Eh bien, Baudrillard dira que cette idée, que la physique semble confirmer, eh bien, on la retrouve dans certaines expériences intellectuelles. Et là, il fait référence à Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, on l'oublie un peu, qui est un immense linguiste, qui est le père de la linguistique moderne, mais avant de faire de la linguistique structurale, etc., il s'est intéressé aux anagrammes, c'est-à-dire à une sorte d'électure des textes latins, d'ailleurs en l'occurrence, et pour montrer que dans ces textes latins, eh bien, on pouvait mettre au jour des jeux de sonorité, des jeux de signifiants, c'est-à-dire comme si les signifiants s'attiraient, une sorte d'attraction étrange des signifiants, dont il s'était amusé à mettre au jour ces structures sous-jacentes. C'est-à-dire, au fond, ici, on n'est pas dans le jeu d'opposition et de différence. La linguistique postérieure de Saussure, elle reposera sur des jeux de différence et d'opposition, aussi bien au plan du son qu'au plan du sens. C'est tout l'enjeu de la linguistique structurale. Alors que là, il s'agit de montrer qu'il y a des attractions des signifiants entre eux, les signifiants affranchis du diktat des signifiés, qui ouvrent sur un autre univers. Et Baudrillard dira, c'est tout l'univers de la poésie. D'une certaine manière, la poésie, comment la comprendre, sinon par ces attracteurs étranges qui la constituent, qui tissent d'une certaine manière sa chair. Alors, le destin ici... Parfois, Baudrillard dira qu'il faudrait parler presque de prédestination. Prédestination, tel mot à tel autre, tel son à tel autre, pourquoi pas tel moment à tel autre. Là, j'ai envie de citer un auteur qui n'est absolument pas baudrillardien, mais ça m'amuse tout de même de le citer. C'est Léon Bloy. Léon Bloy qui disait « Peut-être que la bataille de la Marne sera expliquée par la naissance de 2 siècles d'une petite fille. » Donc pour Léon Bloy, la linéarité temporelle est peut-être illusoire. Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui disait que nous voyons la réalité avec nos pupilles de tortue. On voit une réalité atrophiée, mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc, peut-être qu'on pourrait Baudrillard devenu bloyen.
La fin justifie les blouins. Donc, troisième image, c'est la figure d'Édipe de Sophocle. Dans la tragédie, le destin est ce qui naît et ce qui meurt sous le même signe. Ainsi, Édipe, allant au bout de son destin, comme annoncé par l'oracle avant sa naissance. Donc il y a là un autre pas dans la réversibilité. Ce qui mène à la vie est aussi ce qui mène à la mort. Et Baudrillard sera très intéressé par le phénomène d'apoptose, qui a été travaillé en France par Jean-Claude Amezen. C'est le processus de développement des cellules avec leur mort programmée, autre image de la réversibilité de la vie et de la mort. Alors il y a aussi, quatrième image, que vous connaissez bien évidemment, c'est la mort à Samarcande, le célèbre texte d'Attar, qui est un poète soufi persan du fin XIIe, début XIIIe siècle. Attar raconte que le grand vizir, vizir affolé, va rencontrer le calife pour lui dire qu'il a rencontré la mort en ville et que la mort lui a fait un signe. Et que cela, évidemment, l'effraie profondément. Et le calife autorise son vizir à aller se cacher très loin à Samarcande. Mais le calife, à son tour, sort le lendemain ou le surlendemain à ville, sort de la ville et rencontre lui aussi la mort. Et lui dit, mais pourquoi avoir effrayé mon vizir ? Et à ce moment-là, la mort lui dit, mais je ne l'ai pas effrayé, j'ai simplement été étonné parce que je l'attends à Samarcande. Donc en d'autres termes, vous avez ici une autre approche finalement du destin, à savoir plus on s'éloigne d'un point, plus on s'en approche, encore la réversibilité. Alors, on pourrait multiplier les images parce qu'on trouve chez Baudrillard sur la mort de Diana par exemple. Baudrillard s'est amusé aussi à composer une chanson sur la mort de Diana, mais sur la mort de Diana, il dira je crois que c'est dans un papier qui est paru dans Libération, lorsqu'il dira que l'explication par les causes, par la causalité est insuffisante et passe à côté de l'essentiel. Par exemple, l'usage qui est fait du chauffeur ivre, de la vitesse, pourquoi pas un complot, etc., etc. Baudrillard dira plutôt qu'il faut méditer le fait que plus les choses deviennent fastes, plus elles deviennent funestes. Donc d'une certaine manière, le faste et le funeste, là aussi, réversibilité des termes. Entre bien évidemment dans cette affaire la séduction. La séduction elle-même est une figure de la réversibilité. Enfin, en résumé concernant le destin, d'une part, ce qu'il appelle la coïncidence des opposés, qui est un vieux thème qu'on trouve chez Nicolas Decuse, la coincidentia oppositorum. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire au fond la coïncidence des opposés ? C'est être en rupture avec le schéma dialectique. Qu'est-ce que c'est que la dialectique ? C'est un schéma ternaire, avec une affirmation, une négation et la négation de la négation. Chez Baudrillard, il y a très clairement une pensée duel. Et d'ailleurs, il parlera de son côté manichéen, avec sourire. Côté duel, qui suppose, on parlera aussi, parce qu'il y a ce côté duel, de son côté chinois d'ailleurs, comme s'il fallait jouer plutôt sur les tensions que sur les oppositions, tensions entre des pôles. Mais en tout cas, ce côté duel, c'est de maintenir une sorte d'équilibre entre les termes. Tout à l'heure, je vous parlais du mal. Baudrillard a montré de manière tout à fait convaincante comment notre modernité s'accompagne d'une volonté d'extirper le mal. Et ça, c'est repérable aussi bien dans les guerres modernes d'anéantissement. Les guerres modernes, à la différence des guerres classiques, si je puis dire. Et cela, certains ont montré, par exemple, un auteur qui aujourd'hui est un auteur un peu sulfureux, Carl Schmitt, a montré qu'à partir du traité de Westphalie, eh bien, il va y avoir un autre rapport ami-ennemi. Que dans une guerre, l'ennemi doit être anéanti. Les grandes guerres modernes, nous le savons, ce sont des guerres d'anéantissement. Il faut en finir avec l'ennemi qui incarne le mal. On l'extirpe d'une manière radicale. Qu'est-ce que c'est que le mal ? C'est le juif pour les nazis. Le mal, ce sera le bourgeois pour la révolution prolétarienne. En tout cas, il s'agit d'anéantir, d'extirper le mal pour réaliser le bien. Il y a une sorte d'intégrisme du bien. Il y a une sorte de refus de l'altérité même du mal. C'est pour ça que Baudrillard dira que la violence, par exemple, telle qu'elle est combattue aujourd'hui, par la violence, eh bien, d'une certaine manière, c'est une façon de vouloir réduire cette dualité constitutive
en une sorte d'intégrisme du bien. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas, bon, souvenez-vous, vous êtes comme moi contemporain de cela, de la grande entreprise de Bush, d'aller l'empire du bien, allant réduire l'empire du mal, comme si cet empire du mal, dont on serait libéré, permettrait la réalisation enfin du bien, et on pourrait politiquement montrer les chasses parfois absurdes à la corruption. C'est Baudrillard qui dit dans une chose très drôle d'ailleurs, il faut un peu de corruption, comme toujours il faut un peu d'huile pour que fonctionne un moteur. Quand on n'huile pas les rouages, eh bien le moteur se grippe. Ben, un peu de corruption, pas trop, mais un peu de corruption. Donc là, les pouvoirs qui sont des pouvoirs moralisants, des pouvoirs dont toute la vocation est de rendre pur, d'une certaine manière, pur de quoi? Pur du mal, eh bien ça conduit assez facilement à l'horreur et au totalitarisme. Deuxième point ici, deuxième idée forte qu'on peut déduire de cette réflexion sur le destin, c'est la distinction entre le possible et le réel. Le possible qui n'est pas moins que le réel. Et ça, c'est une idée qui est proposée par Bergson dans La pensée et le vivant. Là aussi, Baudrillard fait son marché, vous savez, il fait son miel de toutes les fleurs, comme Montaigne. Il en fait toujours une sorte d'usage de contrebande, d'ailleurs. Mais enfin, quand on se place du point de vue de l'histoire des sciences, on sait très bien que dans l'histoire des sciences, le possible précède le réel. Vous savez bien, par exemple, que lorsque Einstein formule sa célèbre équation, E égale mc2, c'était déjà dans l'air. Il y a même des débats, des discussions entre Henri Poincaré, etc., etc. Les grandes découvertes scientifiques, d'une certaine manière, il y a un contexte qui permet d'expliquer cela. On pourrait dire que le possible précède le réel. Sur les équations différentielles, je crois que Newton et Leibniz sont quasiment en même temps. Alors évidemment, on peut chercher lequel a copié sur l'autre. Non, il y a un contexte, disons le possible, qui précède le réel. Mais par exemple, dans les arts, ce n'est pas du tout ça. On ne peut pas dire que Rimbaud était possible avant d'être réel. Là, on pourrait dire la même chose. On pourrait dire qu'il faudrait renverser les termes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Baudrillard a été réel, où Rimbaud a été réel, eh bien, cette réalité fait naître du possible. Ce n'est pas le possible qui va se réaliser dans le réel. Donc ici, vous avez une inversion du rapport du possible et du réel. Et ça vaut pour tous les artistes, ça vaut pour tous les écrivains, ça vaut pour tous les philosophes. Donc par conséquent, le rapport du possible et du réel, on peut l'inverser si on ne se place pas dans l'historicisme. L'histoire des sciences est une histoire linéaire, successive, avec des découvertes successives, des contextes dans lesquels des découvertes se font. Dernier point, et ce sera ma conclusion. Dernier pli qui tient à la forme de l'exposé baudrillardien. Le choix de l'écriture chez Baudrillard, à mesure qu'il va quitter cette écriture un peu académique, qui est l'écriture des débuts, ça va être l'aphorisme, le fragment. Le fragmentaire et l'aphorisme chez Baudrillard, ce n'est pas du tout un choix esthétique, c'est un choix véritablement, entre guillemets, philosophique, j'allais dire presque théorique. En tout cas, la forme prise par son écriture, le fragment ou l'aphorisme, correspond à la nature profonde de sa pensée. Léonard de Vinci, il opposait le peintre et le sculpteur. Le peintre, il ajoute de la matière, le sculpteur retire de la matière. Il est clair que Baudrillard, il est très clairement du côté du sculpteur plutôt que du côté du peintre. Et ça, c'est anecdotique, mais qu'est-ce qui caractérise au fond le fragment et l'aphorisme? C'est une forme de perfection dans la forme brève. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel dit que la graine, puis la fleur, elle tend vers le fruit comme vers sa réalisation qui serait sa perfection. Au fond, il manque quelque chose à la graine, il manque quelque chose à la fleur, que le fruit va réaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut prendre la succession de ces états que dans un processus qui est un processus de réalisation et de perfection. Alors que Baudrillard dit qu'on peut prendre les choses tout à fait de manière inverse. Dans le détail, la fleur est parfaite. Dans le détail, la graine est parfaite. Et tout à l'heure, on parlait de la photographie.
la photographie, d'une certaine manière, elle nous donne le monde dans son détail et donc dans sa perfection. Vous savez ce que disait Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi, etc. Elle est ce qu'elle est indifférente à celui qui la regarde. Donc pour Baudrillard, l'aphorisme ou le fragment correspond à une forme élémentaire auquel il ne manque rien. Ni médiation, ni introduction, ni conclusion, ni développement. C'est une forme que l'on retrouve chez Héraclite, que l'on retrouve, etc. On peut retrouver chez Nietzsche, qu'on retrouvera dans quelques penseurs, peut-être des marges, mais qui ne vont pas se lancer dans la construction de systèmes philosophiques qui sont, par définition, incomplets, qui sont, par définition, à prolonger. On sait très bien que tout système philosophique peut connaître des développements, des excroissances parfois un peu monstrueuses. On sait qu'on peut avoir des traités de philosophie sans fin, parce qu'on peut toujours successivement développer tel et tel aspect, alors que l'aphorisme, dans son détail même, est parfait. En guise de conclusion, je vous invite à méditer cette phrase d'Edgar Morin, qui est extraite de l'hommage qu'il a rendu à Baudrillard dans le Cahier de Lerne. Il dit la chose suivante: dans son mouvement de déréalisation et de déconceptualisation, Baudrillard patrouille, comme tout vrai penseur, aux limites du dissible, du concevable et du pensable. Merci.